Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Islam. Notre invité de ce matin est un intellectuel prestigieux, considéré par l'ONU comme une des personnalités les plus influentes de sa génération. De Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Columbia University, en passant par Paris et l'École normale supérieure, cet intellectuel marque toujours de son empreinte, son influence et surtout la générosité intellectuelle et son appartenance à une génération d'intellectuels musulmans. Souleymane Bachir Diagne est notre invité ce matin. Bienvenue. Merci. Souleymane Bachir Diagne, bonjour. Bonjour, ma chère. Merci infiniment. Dans le fagot de la mémoire, votre biographie, vous commencez d'abord par parler de votre enfance à Saint-Louis, qui est une ouverture sur le monde à partir du Sénégal. Et vous commencez d'abord par parler d'une personne qui vous a tellement marqué, évidemment, c'est votre maman. Et vous dites que c'est elle qui vous a initié au Coran. Racontez-nous cette histoire. Merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être ici. Et je suis ravi de parler de cette histoire que j'ai écrite, effectivement, cette autobiographie intellectuelle que j'ai écrite. Je l'ai écrite un petit peu aussi comme un hommage à cette femme que vous venez de nommer, qui est ma mère, et qui se trouve avoir été rappelée à Dieu il y a 2 mois. Et donc, je suis heureux qu'elle ait tenu entre les mains ce livre avant d'être rappelée à Dieu récemment. Au moment où j'ai décidé de revisiter ma trajectoire et d'en parler et de la partager, je me suis rendu compte en effet à quel point ma ville natale avait contribué à faire de moi celui que je suis. La ville de Saint-Louis est une ville tout à fait particulière dans l'histoire du Sénégal. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui est née déjà hybride. Elle est née à la fois comme une bourgade, une localité sénégalaise et comme un comptoir français. Et elle a continué de se développer et de prospérer comme une ville aux hybridités multiples. Elle est devenue à un moment donné aussi une ville marocaine. Elle a toujours été une ville mauritanienne. La Mauritanie se trouve de l'autre côté. Quand on est au nord du Sénégal, évidemment, on peut même apercevoir les rives de la Mauritanie. Donc ville française, ville africaine, ville marocaine, ville mauritanienne et puis ville cosmopolite. Une famille qui l'est aussi. Un papa qui est fonctionnaire, francophone, une maman lettrée et qui a été très présente dans votre vie et notamment votre apprentissage. Parlez-nous de la maman et de son rôle. Alors, ma mère a eu un rôle considérable pour ce qui me concerne, parce qu'effectivement, elle est elle-même, elle est d'une famille Tidjani, donc la confrérie de la Tidjaniya, née au Maroc, comme vous le savez, mais qui s'est trouvée chez elle aussi au Sénégal, peut-être plus que partout ailleurs. Et elle a véritablement transmis cette culture de la Tidjaniya, qui est une culture d'un islam lettré, d'un islam soufi, mystique, attentif à la lettre et à l'esprit du Coran. Et donc, j'ai eu la chance d'être né dans une famille où ma mère avait été à l'école coranique évidemment, mais également à l'école française. Mon père également, il est devenu fonctionnaire des postes, mais sa vraie vie était d'être comme son père et comme son père avant lui, un lettré musulman qui, le week-end par exemple, réunissait ses amis et faisait le tafsir du Coran. J'ai un aïeul qui d'ailleurs était surnommé Tafsir. Son nom était Tafsir Omar Sall parce que c'était sa spécialité d'être un commentateur du Coran. Et c'est dans cette famille que j'ai grandi et ces valeurs familiales ont été portées par ma mère et c'est véritablement d'elle que je les tiens. Une famille qui va vous encourager à aller faire vos études en France. En effet. Ma famille m'a encouragé à marcher sur les traces qui étaient alors des traces connues, puisque c'était les traces qu'avait établi le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire aller en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand et essayer, autant que faire se pouvait, d'entrer à l'école normale supérieure. Et le jour même, les résultats ont été proclamés dans l'après-midi. Avec quelques amis, nous nous sommes retrouvés dans la cour de l'école normale supérieure pour bavarder, célébrer notre admission. Et là, je vois un monsieur s'approcher de moi et me saluer en me disant « J'imagine bien que vous êtes Souleymane Bachir Diagne » et se présente à moi. C'était le directeur de l'école normale supérieure lui-même.
Et il me raconte qu'il a été condisciple du président Senghor et du président Pompidou au lycée Louis-le-Grand et qu'il serait heureux d'envoyer un télégramme de félicitations à son ancien condisciple Léopold Sédar Senghor pour le féliciter d'avoir un jeune Sénégalais entré à l'école normale supérieure. Et c'est ce qu'il fait. Il envoie un télégramme au président Senghor. Le président Senghor, content de recevoir ce télégramme, le fait lire à la radio, à la télévision sénégalaise. Et le résultat, c'est que lorsque je viens quelques jours plus tard pour mes vacances, pour célébrer avec ma famille à Dakar, je suis accueilli à l'aéroport par la police de l'air et des frontières, si vous voulez, qui se souvient avoir entendu ce télégramme. Et puis, ça n'a pas cessé. Ma mère avait reçu toutes les félicitations de la famille, des amis, des voisins. Et je crois vraiment que c'est l'une des plus grandes joies que j'ai eu la chance prodige du pays qui revient. d'apporter à mes parents. Au lycée Louis-le-Grand, vous allez rencontrer 2 élèves, un qui est d'origine iranienne de confession Baha'i, que vous allez découvrir, et l'autre, c'est un jeune étudiant marocain de confession juive, et avec qui vous allez échanger. Et probablement, c'était le premier moment où vous allez réellement réfléchir sur votre islamité à vous. Racontez-nous. Oui, c'est une histoire absolument admirable parce que ces amis que je rencontre pour la première fois dès que je mets les pieds au lycée Louis-le-Grand, je les ai toujours. Nous sommes donc des amis de près de bientôt 50 ans. Et alors je rencontre mon ami d'origine iranienne qui était nigérien, Houchiar et son prénom. Et Houchiar, nous nous retrouvons tous les deux à l'infirmerie parce que nous n'avons pas encore de place dans les dortoirs et on nous met à titre provisoire à l'infirmerie où nous dormons. Et c'est là que nous nous rencontrons. Et au moment de la prière, je l'invite à faire la prière avec moi. Il m'explique « Fais ta prière, je t'expliquerai après ». Et je comprends après, d'après ses explications, qu'il est Baha'i. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Et il m'explique donc que la foi Baha'i est une foi monothéiste qui a poussé, dirais-je, sur les flancs de l'islam, qui s'est développée au XIXe siècle. Et voilà, je découvre donc la foi Baha'i. Par Houchiar, je connais également un de ses amis parce qu'ils étaient en classe tous les deux. Ils étaient en mathématiques, moi j'étais en hypocagne. Et qui, lui, venait du Maroc, qui s'appelle Eli Cohen, et qui est toujours un ami. Et tous les trois, nous formons une sorte de communauté abrahamique. Et donc, mes conversations avec Eli et Houchiar tournaient très souvent autour de la religion. Je n'avais pas eu jusque-là l'habitude de parler de ma religion, de parler de l'islam, d'en discuter. J'étais dans mes études, tout naturellement. Et avec eux, j'ai développé cette habitude de réfléchir à ce que voulait dire être musulman, et en particulier devant le pluriel du monde. Que signifiait être musulman et quel langage tenir à d'autres religions, en particulier la foi Baha'i que je découvrais, qui était sortie de l'islam et qui évidemment posait une sorte de défi à mon idée de Khatm al-Anbiya, le sceau de la prophétie. Et donc, ça me donnait une sorte de vie double, parce qu'avec eux, nous discutions théologie, spiritualité, tradition religieuse, et avec mes autres amis qui étaient avec moi en hypocagne, en cagne, c'était surtout le discours politique qui était dominant à cette époque-là. Vous rentrez au pays lorsque vous aurez fini vos études, et vous allez donc exercer le métier de professeur à l'université. Ça va durer une vingtaine d'années et vous serez nommé par le président Abdou Diouf comme son conseiller à l'enseignement et à la culture. Vous allez là découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Absolument. Alors, je rentre au Sénégal, effectivement. Nous sommes dans les années 1980, au milieu des années 1980. Et je commence mon enseignement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en philosophie et je mets en place un certain nombre d'enseignements qui me tenaient à cœur, un enseignement en logique, en philosophie des sciences, mais aussi un enseignement bientôt en histoire de la philosophie dans le monde de l'islam. Et au début des années 90, à la faveur d'une ouverture vers les partis de gauche qu'avait décidé le président socialiste Abdou Diouf,
il me fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à être à ses côtés à la présidence et à être son conseiller à l'éducation et à la culture. C'était ma première entrée dans un monde que je ne connaissais absolument pas. Et ça a été une expérience fantastique de connaître mon pays depuis ce point de vue qui était le point de vue de la présidence. Parce que dans un régime présidentiel comme le nôtre, évidemment, tout remonte à la présidence. Et donc la perspective qu'on a sur le Sénégal, sur l'évolution du pays et même sur l'université d'où je venais était totalement autre depuis la présidence de la République du Sénégal. Et cela m'a donné l'occasion pendant 6 années qui ont été des années très productives où j'ai appris beaucoup de choses et où j'ai bénéficié de l'attention et de l'affection, dirais-je, du président Abdou Diouf, avec qui j'ai développé des relations personnelles qui se continuent encore aujourd'hui. Entre parenthèses, il arrive au président lui-même, de temps en temps de m'appeler, il me dit « c'était simplement pour voir comment tu vas ». On ne peut pas imaginer une plus grande bienveillance de la part du président Abdou Diouf, mais ceux qui le connaissent savent que c'est ainsi qu'il est. Et donc j'ai pu servir le Sénégal dans cette position-là, participer, mettre la main à un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. La Biennale aujourd'hui des Arts de Dakar, qui est devenue un événement international important. Des réformes qui s'imposaient pour le monde de l'université, qui a toujours besoin de réformes. Voilà, un certain nombre d'actions qui me font aujourd'hui un bon souvenir et me confortent dans l'idée que j'ai pu servir mon pays à la fois comme enseignant et comme conseiller à la présidence. Et voilà donc l'appel de l'autre côté de l'Atlantique, puisque vous arriverez à Chicago, vous partirez plus tard à New York. Cet épisode a été décisif dans votre parcours. Absolument. On m'aurait dit même 1 an avant cela que j'allais à un moment donné aller aux États-Unis et me retrouver à commencer une seconde phase de ma carrière aux États-Unis, je ne l'aurais pas cru parce que j'ai été invité par l'université de Northwestern à Evanston dans la banlieue de Chicago à faire un séjour de 3 mois pour encadrer des étudiants qui étaient des doctorants. Certains d'entre eux étaient déjà docteurs pour les mettre un petit peu dans la voie de la recherche. Une fois arrivé, j'ai compris que le but de l'opération, c'était aussi de me convaincre de rejoindre l'université de Northwestern et à temps plein, aussi bien dans le département de philosophie que dans le département d'études africaines. C'était cela le plan. Et l'ami qui m'avait invité m'a convaincu en me disant « Écoute, ça fait 20 ans que tu as enseigné chez toi, tu as donné, tu as formé toute une génération de professeurs de philosophie, ce qui était vrai, et tu as également réussi à produire des ouvrages, des contributions qui ont eu une certaine attention sur le plan international, tu l'as fait depuis chez toi, ce qui n'allait pas de soi. Je crois que maintenant, tu peux te permettre de continuer une deuxième phase de ta carrière dans des conditions qui seront plus faciles. » C'était une décision difficile à prendre. Il y avait des considérations familiales, évidemment. Et de manière tout à fait généreuse, l'université de Northwestern m'a dit « Écoute, tu reviens l'an prochain comme professeur en visite. Nous invitons également ton épouse pour qu'elle voie à quoi ressemble la vie ici et que vous preniez la décision ensemble. » C'est ce qui s'est passé. Et quand mon épouse Mariam a pensé que nous pouvions parfaitement élever notre famille à Chicago, ma décision a été prise et c'est ainsi que j'ai rejoint Northwestern University, sans jamais cesser d'être très présent au Sénégal. J'ai continué à encadrer des thèses, je le fais encore maintenant. J'ai également participé à toutes les grandes activités intellectuelles, culturelles du Sénégal pendant tout le temps où j'étais à Chicago. Et vous dites dans votre livre que vous avez laissé derrière vous des élèves que vous avez formés et qui ont pris la relève. Et cela vous a rassuré. Exactement. Quand je suis rentré à Dakar, mon but était double. Je voulais créer un enseignement d'histoire de la philosophie et d'histoire des sciences, d'épistémologie, de sociologie des sciences. Et je trouvais que c'était important pour la réflexion philosophique en Afrique d'avoir
un enseignement de cette nature. Et ensuite de former un groupe de réflexion avec mes étudiants, avec des collègues, pour publier dans ces domaines-là. J'avais réussi à mettre en place ces deux aspects. Lorsqu'il m'a fallu prendre la décision de passer de l'autre côté de l'Atlantique et d'enseigner à Northwestern University, je me suis dit, un tel qui a été mon étudiant pourra parfaitement enseigner le cours de falsafa, d'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam. Un tel qui a été mon étudiant pourra parfaitement tenir l'enseignement de logique également. Et c'était une satisfaction profonde de me dire que les enseignements que j'avais créés, les cours que j'avais mis en place seraient assurés par des collègues qui avaient été mes étudiants et qui étaient maintenant des amis. C'est à Chicago, début 2001, que vous allez donc assister en tant qu'universitaire, en tant que citoyen du monde et du Sénégal, à cette déflagration, c'est-à-dire les attentats de New York de septembre 2001. Comment avez-vous vécu, en tant que musulman, un moment où la société américaine avait énormément d'appréhension sur l'islam et les musulmans? Le monde entier avait été traumatisé par ces événements tragiques, et évidemment les musulmans au premier chef, parce qu'ils vivaient à la fois ces événements tragiques comme le reste de l'humanité, en déplorant la destruction, les morts, et en même temps, ils se retrouvaient parfois en position d'accusés et on accusait leur propre foi. Je me souviens d'une réflexion de ma mère en disant « mais ils ne pensent quand même pas sérieusement que ma religion peut faire ce genre de choses ». Voilà le genre de phrases que les musulmans pouvaient vivre. Et je me demandais aussi ce qu'il en serait maintenant de la vie dans une société qui avait été frappée par le terrorisme et qui se trouvait traumatisée par ce qui s'était passé. Parce que juste avant, évidemment, quand ma femme est venue, que nous avons accepté de nous installer à Chicago, c'était avant ce fameux 11 septembre. Est-ce que l'atmosphère qui nous avait semblé si accueillante et qui nous avait convaincus de nous installer dans ce pays et de le faire nôtre, est-ce que cette atmosphère existerait encore? Et d'autant qu'ensuite, un de mes enseignements, c'était la philosophie dans le monde de l'islam. Et voilà, c'était une période où l'association islam et réflexion philosophique dans l'esprit de beaucoup n'allait pas de soi. Heureuse surprise, ça avait développé dans le monde académique une forme de curiosité pour l'islam. Et ça, alhamdoulilah, c'était vraiment un moment qui a été un moment dans cette période un peu chaotique où les sentiments sont très mêlés. Ça a été une satisfaction pour moi de me rendre compte que ce que ça avait provoqué, c'était un intérêt encore plus grand de la part des étudiants pour l'enseignement que je pouvais donner dans ce domaine-là. Je me souviens que Northwestern University m'avait demandé, en plus de mes enseignements très techniques sur la philosophie, de donner des conférences plus générales de présentation de l'islam en général. Et il m'avait dit, est-ce que vous voulez bien faire ça pour un public qui ne serait pas cette fois-ci le public de vos étudiants, mais d'anciens étudiants de Northwestern et un public élargi? J'ai dit, écoutez, je veux bien. Il a fallu changer 3 fois de salle parce que toutes les salles étaient bien trop petites pour le monde qui s'intéressait à cet enseignement. Et donc, c'est sur ces entrefaites que j'ai recommencé mes enseignements à l'Université de Northwestern et que je suis allé ensuite à New York, précisément à Columbia University, à Manhattan, donc pas très loin du World Trade Center qui avait été frappé. Et j'ai trouvé la même atmosphère, la même ouverture à mes enseignements. Et jusqu'à aujourd'hui, le séminaire de philosophie islamique que je donne à Columbia, il y a toujours des listes d'attente très, très importantes. Dans votre biographie, Le Fagot de ma mémoire, aux éditions Philippe Rey, vous évoquez 2 penseurs qui vous ont marqué durablement. D'abord le philosophe français Bergson, et puis Mohamed Iqbal. Ces 2 sources d'inspiration vous ramènent à penser que islam et raison sont les 2 versants de la pensée islamique. Non seulement islam est raison, mais islam est temps. L'islam aujourd'hui a provoqué chez beaucoup de musulmans et chez beaucoup de penseurs musulmans cette sorte de retour sur soi et d'interrogation sur la signification de l'islam dans le temps.
que signifie l'islam et les temps modernes, que signifie l'islam et les temps qui vont venir. Et j'ai trouvé chez Mohamed Iqbal, comme chez Henri Bergson, l'un donc penseur musulman de la Réforme, l'autre penseur, philosophe juif attiré par le catholicisme, mais penseur du temps pour l'essentiel, une convergence de vues qui est réelle. D'ailleurs, ils se sont rencontrés, ils se connaissaient et ils se sont rencontrés. Il y a une profonde convergence chez eux pour estimer que, d'une part, la raison, évidemment, n'est pas le contraire de la religion, pour tenir à l'honneur la raison philosophique comme également voie de compréhension de la religion, mais également pour indiquer que le temps n'est pas l'ennemi de la religion. L'idée que la religion a été parfaite au début et que le temps ne peut que détériorer, qu'amener de la détérioration, c'est une idée justement contre laquelle ils se sont insurgés tous les deux, en estimant qu'il ne fallait pas considérer que le temps était l'ennemi du sens, mais qu'au contraire, le temps était le mode de déploiement du sens. Et que donc, nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui comprendre la leçon de notre propre religion à la lumière du temps et de comprendre qu'une parole vivante, c'est une parole qui nous accompagne dans le temps, c'est une parole qui s'adresse à nous au moment où nous vivons et qui nous indique toujours le chemin du futur, qui ne nous invite pas à être dans une sorte d'entêtement rétrospectif qui consiste à regarder toujours vers le passé. Et la raison pour laquelle ces deux auteurs sont devenus très importants pour moi, c'est qu'il me semble que les temps que nous vivons sont des temps où précisément nous devons entendre ce message-là, entendre la signification de la vie d'une parole, de la vie de la parole religieuse, comprendre qu'elle nous engage dans le temps, elle nous engage dans l'action également, qu'elle nous engage à toujours approfondir le sens dans les temps que nous vivons. Et non pas en essayant, par exemple, de lire le Coran comme le lisait un Irakien du 8e siècle, ça n'est pas possible. Le lire comme s'il nous était adressé à nous aujourd'hui, et c'est ce que nous dit la religion, elle nous invite à toujours lire le texte, la parole de Dieu, comme si elle nous était révélée au moment où nous la lisons. Eh bien, ces deux penseurs, que sont Henri Bergson et Mohamed Iqbal, m'ont permis d'articuler cela. J'ai dit une fois, et je le répète, qu'un penseur important, c'est un penseur qui vous apprend ce que vous pensez vous-même. Et donc, ces deux penseurs, Iqbal comme Bergson, m'ont appris à clarifier ma propre réflexion. Vous êtes soufi, vous vous inscrivez délibérément dans cette réflexion spirituelle. Qu'est-ce que le soufisme nous dit aujourd'hui de notre temps et qu'est-ce qu'il a à dire au monde? En effet, une parole que répète souvent Iqbal, c'est cette parole prophétique qui dit ne dénigrez pas le temps, ne vilipendez pas le temps, car le temps est Dieu. Cette identification de l'activité créatrice de Dieu au temps est une dimension importante de la réflexion à mener, parce que ça veut dire que, encore une fois, le temps n'est pas ennemi du sens, mais qu'il est la condition du déploiement et de l'approfondissement du sens. Et ceci est très important. Et c'est dans ce sens-là que, si vous voulez, cette approche de l'islam est importante pour les temps que nous vivons. Ne simplifions pas les choses. On a tendance aujourd'hui à dire « Ah, les soufis sont les bons musulmans parce qu'ils sont tolérants, ouverts, et puis les autres sont des mauvais musulmans. » C'est absurde. Cette division-là est une division qui non seulement simplifie, mais elle est fausse et elle n'a pas de sens. Parce que le soufisme, au fond, est le cœur de l'islam. Je ne pense pas qu'aucun musulman, d'une certaine manière, soit véritablement étranger à ce cœur de l'islam, ce cœur mystique de l'islam et le genre de vie à quoi nous invite ce cœur mystique de l'islam. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs, ne nous battons pas sur les mots. Si le mot soufi inquiète ou dérange, utilisons le mot ihsan. C'est aussi un synonyme de notre religion qui nous demande de cultiver l'excellence de caractère. Et ce n'est que cela, l'excellence de caractère. La compréhension que l'humain a la tâche de devenir pleinement l'humain qu'il doit être. Et ça, c'est un message coranique
l'idée que, encore une fois, l'humain doit retrouver un état premier, l'état où il a consenti à Dieu, lorsque Dieu lui a demandé « Ne suis-je pas votre créateur ?» et que l'humain a répondu « Oui ». Eh bien, ce « oui » est constitutif de qui nous sommes. Ce « oui » est ce que nous devons retrouver dans nos vies. Et ce qu'on appelle la démarche soufie n'est rien d'autre que cela. Retrouver cet état primordial de l'humain où il a coïncidé véritablement avec celui qu'il a à être et il a coïncidé également avec son Seigneur. Et quand on comprend cela, on comprend mieux qu'il est profondément inscrit dans la démarche du soufisme d'être pluraliste et tolérant. Parce que le soufi est celui qui comprend pleinement que tous les chemins, d'une certaine façon, mènent à Dieu. Que les voies du Seigneur sont des voies multiples, mais elles sont toutes des voies du Seigneur. Et donc, il a cultivé ce regard qu'il peut poser sur le monde comme étant un regard ouvert au pluralisme, ouvert aux voies différentes et multiples que la religion a de se réfracter. Et c'est en cela que ce point de vue sur la religion est ce dont notre monde aujourd'hui a besoin. Notre monde est pluriel. Nous devons viser ensemble un horizon d'universalité. Parce qu'en effet, les défis qui s'adressent à nous sont des défis qui s'adressent à nous comme espèce humaine une. Ce sont les défis du climat, les défis sanitaires. Tout cela, nous les vivons et nous comprenons la nécessité de répondre à ces défis comme une seule et même espèce humaine. Et de comprendre que nos différences ne doivent pas être des motifs de conflit, mais peut-être simplement des motifs de compétition dans les bonnes actions. Et ceci est une parole coranique. Si nous avions voulu, nous aurions fait de vous une seule et même communauté. Sous-entendu, nous avons voulu vos différences. Et maintenant, de vos différences, faites simplement une occasion d'être en compétition pour les bonnes actions, en comprenant que c'est quand vous reviendrez à moi, votre Créateur, que je vous expliquerai la nature de vos différends. Et puis, vous revoilà, et on a appris avec beaucoup de plaisir que vous allez l'année prochaine revenir en France pour enseigner à l'École normale sup. Oui. Il se trouve que le 22 février, le président de la République française a annoncé la création d'un institut d'islamologie en France, qui est déjà présidé par Mme Souad Ayada. Qu'est-ce que, justement, la création d'un institut d'islamologie dit pour vous? Le monde que nous vivons aujourd'hui demande que le message d'une religion comme l'islam, d'être une tradition intellectuelle et spirituelle qui exalte l'humanité de l'humain, soit mieux connu. Eh bien, voilà une occasion, voilà un symbole qui nous dit justement cela, qu'il y a un lieu, qui est cet institut d'islamologie, qui va se charger d'une mission comme celle-là, adresser au monde le message que cette tradition intellectuelle et spirituelle qu'est notre religion musulmane, c'est d'abord et avant tout le message qui concerne l'humanité de l'humain. Et c'est un symbole très fort. Vous avez rappelé qu'en effet, dans les mois qui viennent, Inch'Allah, je vais être chargé d'un séminaire à l'École normale supérieure. Pour moi, c'est une sorte de retour à la maison. Et l'École normale supérieure se trouvant d'ailleurs à un jet de pierre de ce lieu où nous nous réunissons, qui est la mosquée de Paris. Je me souviens que quand je vivais d'abord en classe préparatoire et à l'école normale supérieure, ceci était mon lieu de retraite spirituelle. Je venais souvent dans cette mosquée. Et donc, ce retour à un moment où je suis bien plus proche de ma retraite que du début de ma carrière est un moment tout à fait précieux pour moi. Et je suis heureux d'avoir cette occasion qui m'est offerte par la direction actuelle de l'ENS de donner un séminaire sur l'universel. Nous serons ravis, évidemment, de venir vous écouter à l'École normale supérieure.